Ma sœur a poussé une corbeille de pain vers mon fils et a dit « On n'a rien commandé pour lui ». Sa voix était calme, comme si l'humiliation faisait partie du menu. Mon père a ricané. « Tu aurais dû lui préparer quelque chose. » Leurs enfants dévoraient des steaks à $100, tandis que les miens fixaient du pain froid. J'ai souri, j'ai dit un mot, j'ai noté la situation, et tous les regards se sont tournés vers moi. Ils pensaient que c'était fini. Mais non. Car ce qui s'est passé après ce dîner n'a pas seulement changé notre famille, cela a révélé ce que nous avions tous fait semblant d'ignorer. Avant de vous raconter la suite, dites-moi d'où vous m'écoutez. Je sais que je ne suis pas la seule à avoir dû poser des limites avec ma famille. Quand on me demande comment est ma famille, je réponds généralement que c'est compliqué. C'est plus simple que d'expliquer la hiérarchie dans laquelle j'ai grandi, où mes parents traitaient ma sœur Tessa comme du verre et moi comme du béton. J'étais la stable, celle qui résolvait les problèmes, celle dont ils n'avaient pas à s'inquiéter. Tessa était la fragile, celle qu'on façonnait sans cesse et qu'il fallait protéger. Quand nous étions enfants, j'entendais ma mère dire « Aubrey est forte. Elle n'a pas besoin de beaucoup d'amour. » À l'époque, je riais, pensant que la force était une qualité dont il fallait être fier. Mais la force a un prix. Cela signifie que lorsqu'on finit par craquer, plus personne ne croit en nous. J'ai 35 ans maintenant. Je suis mère célibataire d'un garçon de 9 ans prénommé Ethan. Il est calme, observateur, le genre d'enfant qui remarque tout mais parle peu. Je travaille comme responsable administrative dans une école privée sous contrat à Tempe, en Arizona. Mes journées sont rythmées par les emails, les emplois du temps et les réunions de l'association des parents d'élèves. Rien de glamour, mais cela nous permet de payer les factures et de subvenir à nos besoins. Mes parents vivent à 30 minutes de chez moi, à Phoenix, dans la maison où j'ai grandi. Le papier peint n'a pas changé depuis les années 90, et eux non plus. Mon père croit toujours que la discipline est une forme d'amour. Et ma mère croit toujours que le silence est source de paix. J'allais leur rendre visite tous les dimanches jusqu'à ce que la situation devienne intenable. Les banalités, les remarques en coin, les pics subtils qui m'ont épuisé pendant des jours. Tessa. C'est la chouchoute qui semble avoir toujours droit à une seconde chance. Elle enchaîne les petits boulots, les relations amoureuses, recommençant sans cesse. Mes parents la trouvent courageuse de tenter de nouvelles choses. Quand je paie son loyer ou que je vais chercher ses enfants à l'école, ils me trouvent responsable. C'est fou comme un même geste peut être perçu comme de la charité par les uns et un devoir par les autres. Alors, quand mes parents m'ont invité à leur dîner de 45 ans de mariage, j'ai voulu croire à une trêve. Le texto de ma mère disait « Juste en famille, rien de compliqué ». J'ai proposé de réserver le restaurant, un bon steakhouse à Scottsdale avec une lumière tamisée dans des salons privés. J'ai même trouvé une entreprise pour restaurer leurs photos de mariage de 1978 et les magnifiquement encadrer. Je pensais que, peut-être, pour une soirée, nous pourrions tous nous asseoir à la même table et nous rappeler que nous étions du même côté. Je ne me rendais pas compte que je replongeais dans un scénario dans lequel j'étais cantonnée depuis l'enfance. Celui où l'amour avait des conditions et le respect des limites. Le soir du dîner, Ethan et moi sommes arrivés 5 minutes en avance. Il portait le petit blazer bleu marine que j'avais repassé le matin même, ses cheveux coiffés comme il les aimait, soignés, mais pas enfantins. Il me serra la main tandis que nous franchissions les lourdes portes vitrées du restaurant. Je me souviens de l'odeur de viande grillée, du jazz discret, du cliquetis découvert. C'était chaleureux, raffiné, presque trop sophistiqué pour paraître réel. Tessa et sa famille étaient déjà là. Son mari, Doug, avait un verre à la main. Leur garçon était affalé sur la banquette, bruyant et absorbé par leur tablette. Tessa se retourna, esquissa un sourire poli et dit « Oh, salut, vous êtes arrivés. » Elle ne se leva pas. Ma mère lui offrit une accolade distraite. Mon père ne bougea pas d'un pouce. Personne ne remarqua le sac cadeau que je tenais, la photo de mariage restaurée que j'avais mis des semaines à arranger. Il était posé à côté de moi, comme une pensée après coup. J'ai aidé Ethan à déplier sa serviette, j'ai pointé le menu et j'ai chuchoté « Tu peux prendre tout ce que tu veux. » Il a souri en voyant les nuggets de poulet. Simple, sans danger, un truc qu'un enfant pourrait adorer. J'allais justement appeler le serveur quand Tessa s'est penchée et a glissé le panier à pain vers Ethan. « On n'a pas commandé pour ton fils. » A-t-elle dit. De toute façon, sa mère pensait qu'il était difficile. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu.
Puis mon père a ajouté, toujours aussi désinvolte. Tu aurais dû lui préparer quelque chose. Ce n'était pas seulement ce qu'il disait, c'était la facilité avec laquelle ça sonnait. Le ton de gens tellement habitués à vous ignorer qu'ils ne vous remarquent même plus. J'ai regardé ma mère. Elle fixait son verre d'eau comme s'il contenait quelque chose d'important. Personne d'autre n'a parlé. Les épaules d'Ethan se sont affaissées. Il n'a pas pleuré. Il fixait simplement le pain comme s'il allait disparaître s'il le touchait. Quelque chose en moi s'est brisé, mais discrètement. C'était silencieux, constant, maîtrisé. Assise là, j'ai réalisé que cette table avait toujours été la même. Tessa se resservant, moi en train de nettoyer les miettes. J'ai souri. Un seul mot a franchi mes lèvres. Noter. Ce son a semblé résonner plus longtemps qu'il n'aurait dû. Tessa avait l'air perplexe. Mon père est retourné à son steak, mais Ethan m'a jeté un coup d'œil. Un vrai regard, et dans ses petits yeux timides, je l'ai vu. Il avait compris que sa mère n'allait plus se laisser faire. Je n'ai plus rien dit. J'ai attendu. J'ai attendu le moment opportun pour tenir ma promesse. Le serveur est revenu quelques minutes plus tard, son carnet prêt, un sourire poli aux lèvres. « On peut commander ?» a-t-il demandé. L'atmosphère à cette table était plus lourde que la lumière. J'entendais la respiration légère d'Ethan à côté de moi. Mon père coupait toujours son steak, faisant comme si de rien n'était. Ma mère était absorbée par son téléphone et Tessa chuchotait quelque chose à Doug, probablement à mon sujet. Je me suis levée. Le grincement de ma chaise sur le sol fut si fort que toutes les conversations dans le salon privé s'arrêtèrent net. Du calme, dis-je. Annulez toutes les commandes qui ne sont pas encore parties en cuisine et mettez tout ce qui est déjà en route sur la note de mon père. C'est son anniversaire, après tout. On aurait pu entendre une mouche voler. Le serveur s'est figé. Tessa est restée bouche bée. Mon père a finalement levé les yeux, la fourchette en l'air. Et pour mon fils, ai-je poursuivi. Il prendra l'entrecôte, saignante, avec des frites à la truffe et un coca. Faites vite, s'il vous plaît. Le serveur hocha la tête, les yeux écarquillés, et disparut. Ethan me regarda, l'air hésitant à sourire. Je me penchai, cassai un graissin et le lui tendis à moitié. « Mange, chérie », murmurai-je. « Tout va bien. » Doug s'éclaircit la gorge. C'était vraiment nécessaire. Je me tournai vers lui, imperturbable. Oui, c'était nécessaire. Personne d'autre ne parla. Seul le doux cliquetis des couverts, provenant d'une autre table, parvenait à travers la fine cloison. Oncle Frank, le frère de ma mère, laissa échapper un petit rire étouffé de l'autre côté de la salle. Je n'avais même pas remarqué que lui et tante Laura nous avaient rejoints en retard, s'installant au fond de la table. Le regard de Laura croisa le mien, fier et entendu. Elle hocha la tête une fois, comme si elle attendait ce moment depuis des années. Le dîner s'éternisa, lourd et silencieux. Les garçons de Tessa se plaignirent de l'attente. Mon père ne dit plus un mot. Ma mère essayait de sourire malgré la tension, sa voix tremblante à chaque fois qu'elle parlait. Quand l'addition arriva, le serveur la tendit directement à mon père. Il rougit, mais ne protesta pas. Au moment de partir, je fouillai dans le sac cadeau et sortis la photo de mariage encadrée que j'avais restaurée. Elle était d'un magnifique bleu sépia. Les contours adoucissaient leur sourire, comme si le monde ne faisait que commencer. Je la déposai délicatement sur la table. « Joyeux anniversaire », murmurai-je. Puis je pris la main d'Ethan et nous sortîmes. Nous passâmes devant le comptoir d'accueil, le bar, le jazz doux continuant de jouer comme si de rien n'était. Dehors, l'air froid de la nuit me mordit la peau. Ethan me serra la main. « Maman. » « Oui. » Il leva les yeux, petit et sérieux. « Tu n'as pas eu peur. » Je souris. « Non, mon chéri. J'en avais fini. » Le soir même, quand j'eus bordé Ethan, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Appel de ma mère, Fast Times manqué de Tessa et un long message vocal de mon père. Je n'écoutais personne. Je savais exactement ce qu'ils allaient dire. Tu nous as fait honte. Tu as fait un scandale. Tu as gâché notre dîner. Pour une fois, je m'en fichais. Je me suis versé un verre d'eau, je me suis assise sur le canapé et j'ai laissé le silence m'envahir. La maison était toujours un havre de paix. Personne ne me coupait la parole.
Personne ne me disait ce que j'aurais dû faire différemment. Puis mon téléphone a vibré à nouveau. Un message de Tessa. Tu dois $1200 à papa pour le dîner. Paye ta part. Je l'ai fixé pendant une longue minute, puis j'ai tapé un seul mot en réponse. Noté. Je n'ai pas appuyé sur envoyer. Ce n'était pas nécessaire. Le lendemain matin, on a frappé à ma porte. J'ai ouvert et j'ai vu mes parents et Tessa sur le perron. Ils n'avaient pas appelé. Ils ne l'avaient jamais fait. Papa tenait une enveloppe. Les lèvres de maman étaient si serrées qu'elles étaient presque blanches. Tessa avait les bras croisés, ses lunettes de soleil toujours sur le nez, malgré le ciel couvert. « On peut entrer ?» a demandé maman en s'avançant. Je n'ai pas répondu. Je me suis juste écartée. Ethan était assis sur le canapé, faisant semblant de jouer à sa Switch. Il leva les yeux, croisa mon regard, puis les baissa de nouveau. Il n'avait pas besoin de voir ça, mais il en avait déjà assez vu pour savoir comment ça se passait. Papa posa l'enveloppe sur le comptoir de la cuisine avec un bruit sourd. Voilà l'addition d'hier soir. Tu avais accepté de payer la moitié. Tu ne l'as pas fait. Je m'appuyai contre le comptoir. Calme-toi. En fait, je n'avais pas accepté. J'avais proposé d'organiser la soirée, et tu en as fait une humiliation publique. C'était ta note. Tu as fait compte à toute la famille, dit maman, la voix tremblante. En public, Aubrey, il y avait des gens qui nous regardaient. Tessa intervint plus sèchement. Tu délires. Tout le monde en parle. Tu avais l'air folle. Je ris doucement. Folle. Tu as traité mon fils d'invisible. C'est peut-être ça, la folie, pour ceux qui ne supportent pas de se regarder dans un miroir. Tessa ouvrit la bouche, mais le camion de l'oncle Frank s'arrêta avant qu'elle ne puisse parler. Je l'avais appelé un quart d'heure plus tôt. Ils sont là. Il avait simplement répondu, « On arrive ». Quand lui et tante Laura entrèrent, l'atmosphère changea. Le visage de ma mère se décomposa. Mon père plissa les yeux. Frank me fit un signe de tête. « Ça va. »« Parfait, » répondis-je. Laura se dirigea droit vers le comptoir, regarda l'enveloppe, puis reporta son attention sur mes parents. « Tu es vraiment venu ici pour soutirer de l'argent à ta fille après ce qui s'est passé. »« Ça ne te regarde pas, » rétorqua ma mère. Frank croisa les bras. « Si, quand tu continues de faire comme si un enfant valait plus que l'autre. » Tessa ricana. « Oh, s'il te plaît. On y est encore, pauvre Aubrey la parfaite. » Je me tournai vers elle, d'une voix calme. « Tu sais, j'ai payé ton loyer pendant presque 1 an, ta facture d'électricité, acheté les cadeaux de Noël de tes enfants. Tu ne m'as jamais remercié. Tu as juste dit que tu me rembourserais bientôt. » Frank fit glisser une pile de papiers sur la table, des photocopies de paiement et de virements. Je ne lui avais pas dit que je les gardais, mais Laura m'avait suggéré de tout documenter il y a des mois. Tessa pâlit. « Tu as tenu des registres. »« Je garde les reçus, » dis-je, pour ceux qui oublient combien ils prennent. La main de maman se leva brusquement, tremblante. « Ça suffit. Ce sont des affaires de famille, » coupa Laura d'un ton calme mais ferme. « Alors comportez-vous comme une famille. » Personne ne dit un mot. Même Ethan leva les yeux du canapé. Je pris l'enveloppe sur le comptoir et l'ouvris. À l'intérieur, la facture du restaurant. 1200 $. Une belle écriture en bas. Payez votre part. Aubrey, je sortis 600 $ en liquide de mon portefeuille et les posai dessus. Voilà la moitié. Non pas par culpabilité, mais par mesquinerie. Je dors mieux en sachant que tu n'as pas tout pris. Papa devint rouge comme une tomate. Tu es irrespectueuse. Non, dis-je, c'est moi qui suis punie. J'ai glissé les papiers restants du dossier vers eux. La preuve de tous les paiements que j'avais effectués à Tessa, des captures d'écran de messages, même un mot de la conseillère scolaire confirmant qu'Ethan allait bien après leur soi-disant rapport d'inquiétude. Le visage de maman s'est décomposé. Papa a serré les dents. Tessa tremblait. « Tu es pathétique, » a-t-elle dit d'une voix brisée. « Tu entraînes tout le monde dans ta chute parce que tu ne supportes pas de ne pas être la préférée. » Je me suis approchée. « Tu as toujours été la préférée, Tessa. Tu as juste confondu ça avec de l'amour. » Un silence s'est installé dans la pièce.
Franck a hoché la tête une fois. Ça suffit. C'est terminé. Je suis allée à la porte, je l'ai ouverte et j'ai attendu. Il leur a fallu quelques secondes, mais ils sont finalement sortis. Papa est sorti le premier, marmonnant quelque chose entre leurs dents. Maman ensuite, les yeux humides. Tessa en dernier, le regard noir. Quand la porte s'est refermée, je l'ai verrouillée et j'ai appuyé mon front contre le bois. Pendant un instant, je suis restée là, à respirer. Puis mon téléphone a vibré à nouveau. Un message vocal d'un numéro inconnu. J'ai appuyé sur lecture. Ici les services de protection de l'enfance. Nous avons reçu un signalement anonyme concernant votre fils, Ethan. Nous souhaiterions programmer une visite à domicile. J'ai figé. 2 heures plus tard, quand on a frappé à ma porte, j'avais déjà nettoyé la maison de fond en comble, vérifié le réfrigérateur et rangé la chambre d'Ethan. Les 2 femmes à la porte étaient d'un calme professionnel. Elles ont posé des questions. Elles ont jeté un coup d'œil autour d'elles. Elles ont souri en voyant les dessins d'Ethan scotchés sur le réfrigérateur. L'une d'elles a dit doucement avant de partir. On voit bien qu'il s'agit d'un malentendu. Vous seriez surprise de voir à quelle fréquence cela arrive en famille. Je n'étais plus surprise. Ce soir-là, j'ai tout rassemblé. Des copies de paiement, des messages, des photos et une lettre que j'avais trouvée des mois auparavant dans un carton au garage. L'écriture de ma mère datait d'il y a 35 ans. Je ne pense pas que je parviendrai jamais à créer de lien avec ce deuxième enfant. Je suis trop fatiguée pour essayer. J'ai relu la dernière phrase encore et encore jusqu'à ce qu'elle devienne illisible. Cette lettre n'était pas censée être trouvée par moi, mais elle expliquait tout. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocate, Karen, une amie de Laura. Nous avons déposé une injonction formelle contre mes parents et Tessa, pour harcèlement et fausses accusations. Karen a été rapide, efficace et farouchement favorable à ma défense. Une semaine plus tard, une lettre est arrivée chez moi, cette fois-ci de leur avocat. Ils demandaient un droit de visite pour les grands-parents, prétendant que je leur refusais l'accès à Ethan par pure méchanceté. Karen, sur Reddit, a souri en coin et a dit « Ils n'ont aucune chance. La loi de l'Arizona ne les soutiendra pas. Mais faisons en sorte qu'ils regrettent d'avoir même essayé. » Nous avons déposé une réponse complète avec des preuves de harcèlement. Le rapport des services de protection de l'enfance a classé sans suite la piste de paiement et cette vieille lettre de ma mère. 3 jours plus tard, l'affaire était classée. Quand je l'ai annoncé à Ethan, il a simplement hoché la tête. Alors, ils ne peuvent plus nous embêter. Non, mon chéri, ai-je dit. Plus maintenant. Il a esquissé un sourire, sincère. Ce soir-là, tandis que je le regardais colorier à la table, j'ai compris que ce n'était pas de la vengeance. J'avais agi. C'était un sauvetage. Un sauvetage face à une famille qui confondait loyauté et obéissance, amour et contrôle. Après le rejet de leur plainte par le tribunal, le silence s'est enfin installé, comme l'air pur après l'orage. Plus d'appels, plus de messages, juste le calme. J'ai changé les serrures la même semaine et mis à jour mon testament, désignant l'oncle Franck et la tante Laura comme tuteurs légaux d'Ethan si jamais il m'arrivait quelque chose. Ce fut une étrange libération, comme couper une corde qui m'étreignait les poignets depuis des années. Doug, le mari de Tessa, a envoyé un simple SMS. 2 jours plus tard, une capture d'écran d'un virement bancaire, la moitié du loyer que j'avais payé pour eux. Aucune excuse, aucun mot, juste des chiffres. Quelques minutes plus tard, un autre message est arrivé. J'en ai fini avec elle. Prends soin de toi. Je l'ai fixé un moment avant de le supprimer. Il ne méritait pas la place qu'il occupait dans mon téléphone. Aucun d'eux ne le méritait. Quand j'ai revu ma mère à l'épicerie une semaine plus tard, elle paraissait plus petite, plus vieille. Elle ne disait rien. Elle restait plantée là, près du rayon fruits et légumes, faisant semblant de comparer les prix des pommes. Je suis passée devant elle sans même la remarquer. Pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas arrêtée pour la mettre à l'aise. À la maison, Ethan était sur la véranda, en train de lire. Le soleil couchant baignait son visage d'or et d'orange. « Tu as l'air différente, » dit-il doucement. « Oui, » lui répondis-je. J'avais cessé d'essayer de réparer ce qui n'était pas de mon fait. Il sourit, s'appuya contre mon épaule et continua sa lecture. L'air était toujours paisible, et pour une fois, personne d'autre n'avait le pouvoir de le perturber. Quelques semaines plus tard,
Ethan et moi sommes partis en voiture vers le nord, direction Prescott, tous les deux. Nous avons installé un petit campement au bord du lac, fait griller des marshmallows et regardé le feu crépiter dans la nuit. Les étoiles semblaient infinies, intactes, comme si rien ne nous avait quittés. Ethan s'est tourné vers moi, d'une voix douce. « Tu as l'air plus légère, maman. » J'ai souri, observant les flammes danser dans ses yeux. Voilà ce que c'est que la liberté. Pour la première fois depuis des années, je n'étais ni en colère, ni triste. J'étais simplement libre. Si vous avez déjà dû prendre vos distances avec votre famille pour préserver votre tranquillité, dites-moi en commentaire d'où vous écoutez ce soir, car je sais que nous ne sommes pas seuls.